Allez, hop. Ça produit pas beaucoup d'électricité, les patates. Et Jamie, pour ton ampoule, j'ai peut-être un truc. C'est un nouveau moyen de développer de l'énergie appelé la fusion nucléaire. Tu veux venir voir? C'est en développement à Cadarache. La fusion nucléaire? T'es sûr que ça peut éclairer, ça? Bah oui, d'ailleurs ça éclaire déjà. Dans le soleil. Ok, j'arrive. Allez Marcel, direction Cadarache. Faut qu'on m'éclaire un peu sur le sujet. Nous survolons Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. C'est ici qu'est en construction ITER. C'est l'acronyme d'International Thermonucléaire Expérimental Reactor. Le premier réacteur de fusion nucléaire au monde. Il est en développement depuis 2007, mais le projet a été lancé officiellement en 1985 lors du sommet international de Genève. En effet, c'est un projet qui réunit 7 partenaires. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, l'Inde et le Japon. C'est donc un véritable projet mondial fait pour développer une nouvelle forme d'énergie et remplacer les énergies polluantes. Ça s'appelle la fusion nucléaire. Mais au fait, Jamie, c'est quoi la fusion? La fusion, c'est tout simplement quand deux atomes légers se rassemblent pour former un atome plus lourd. Ces réactions ont lieu naturellement au cœur du Soleil. Le Soleil est composé à 97% de l'atome le plus léger qui existe, l'hydrogène. L'atome d'hydrogène est d'une structure extrêmement simple. Juste un proton qui compose son noyau et un électron qui gravite autour. La chaleur au sein du Soleil est telle que l'électron se retrouve détaché de son noyau et se balade librement. On obtient alors le quatrième état de la matière, le plasma, indispensable à la fusion. Le proton, qui constitue le noyau d'hydrogène, est positif. Et pour fusionner avec un autre proton, c'est très difficile, puisque deux charges positives se repoussent, créant une barrière électrostatique appelée la barrière de Coulomb. Pour franchir cette barrière, il faut des conditions extrêmes. Et ces conditions, on les trouve au cœur du Soleil. Là, la gravité est si forte qu'elle écrase les protons les uns contre les autres. Et la chaleur est si élevée qu'elle augmente l'agitation des protons, provoquant ainsi leur rencontre et donc leur fusion. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Mais Jamie, comment tu veux produire de l'énergie avec ça? Quand nos deux noyaux fusionnent, ils créent un nouvel élément. Ce nouvel élément n'est plus le même atome que les deux premiers. Exemple, nos deux noyaux d'hydrogène ont fusionné en un nouveau noyau à deux protons, comme celui de l'hélium. Mais le vrai atome d'hélium, lui, a deux particules neutres en plus qui assurent sa stabilité. Des neutrons. Notre noyau n'est donc pas stable. Et pour le devenir, l'un des protons va devoir se débarrasser de sa charge positive. De façon spontanée, sous la forme d'un positron, une toute petite particule qui est l'antiparticule de l'électron, ainsi que d'une encore plus petite particule très légère et presque imperceptible, un neutrino, qui ne nous intéresse pas pour la fusion. Ce proton est donc devenu un neutron, ni positif ni négatif, mais capable d'assurer la stabilité du noyau, en faisant un noyau de deutérium qui est un isotope de l'hydrogène. Un isotope? C'est quoi? L'isotope d'un élément,
c'est un nouvel atome qui a le même nombre de protons et d'électrons que l'atome original, mais qui possède un nombre de neutrons différent, en plus ou en moins. Ce positron va se retrouver éjecté du noyau. Il va très rapidement rencontrer un électron, qui est, je vous le rappelle, son antiparticule. Et que se passe-t-il quand la matière rencontre l'antimatière? Il s'annihile, libérant de la lumière et de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre étape à la fusion. En effet, notre atome de deutérium va fusionner plus facilement avec un autre atome de deutérium, créant ainsi directement de l'hélium 4. Et cette fusion va libérer de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Jamie, c'est pas un peu dangereux? Non, parce que le nucléaire, ça fait des bombes! Mais non! La fusion, ça ne fait pas de bombe. C'est la fission qui fait ça. Dans une centrale nucléaire classique, il s'agit d'une fission. Une fission, ce sont des atomes extrêmement gros et instables, tels que l'uranium, tellement instables qu'ils peuvent se casser en libérant des neutrons, qui cassent les autres noyaux, libérant de l'énergie, et encore d'autres neutrons, qui percutent encore d'autres atomes qui se brisent à leur tour, provoquant ce qu'on appelle une réaction en chaîne qui, quand elle est bien contrôlée, alimente la centrale. Mais cette réaction en chaîne peut aussi provoquer des catastrophes lorsqu'elle est incontrôlée, comme cela s'est passé à Fukushima, Tchernobyl ou Three Mile Island. Les résidus de ces noyaux sont toujours très radioactifs pendant des centaines de milliers d'années et forment les déchets nucléaires dont on a tant de mal à se débarrasser aujourd'hui. Ouf! Tu me rassures! Mais on peut pas amener le soleil sur Terre! Alors, comment on l'a fait la fusion? Et bien sur Terre, on utilise des machines pour accélérer le plasma. Ce sont des tokamaks. Actuellement, un seul tokamak est capable de produire des températures assez intenses pour déclencher une fusion, mais pendant une seule seconde. C'est le réacteur JET basé en Angleterre. ITER, c'est quoi? C'est aussi un tokamak? JET et ITER sont des tokamaks, des chambres de confinement magnétique. Le premier tokamak fut inventé dans les années 50 par deux Russes, Igor Tam et Andrei Sakharov. Son nom est l'acronyme de Toroidalnaya Kamera S Magnetinimi Katushkami. En français, chambre toroïdale avec des bobines magnétiques. Les deux Russes pensaient avoir atteint 1 million de degrés, ce que personne ne croyait. Les experts de Londres sont donc venus refaire les mesures et ont eu une surprise. Ce n'était pas 1, mais 10 millions de degrés que la machine des Russes avait atteint. Eh ben, c'est très chaud ça. Si j'ai bien compris, ITER sera beaucoup plus gros que JET, ce qui lui permettra de produire une fusion pendant plus longtemps. Mais comment ça marche un tokamak exactement? T'as une idée, Jamie? Un tokamak, c'est avant tout une chambre de confinement magnétique pour contrôler le plasma qui se trouve à l'intérieur. En effet, on va augmenter la température du plasma jusqu'à 100 millions de degrés, ce qui est 10 fois plus chaud que les températures régnant à l'intérieur du Soleil. Et bien sûr, aucune matière ne peut supporter d'être en contact avec une telle température. Le tokamak dispose de plusieurs aimants, répartis sur toute sa surface. Ces aimants vont créer un champ magnétique puissant qui va empêcher le plasma de toucher les bords de la cuve. Mais pas seulement, il guide également le plasma pour le faire tourner de plus en plus vite, pour augmenter sa température et stabiliser l'anneau de plasma, d'où son nom de chambre de confinement magnétique. Mais ce n'est pas suffisant pour atteindre les 100 millions de degrés. Pour arriver à une telle température, il faut injecter un courant électromagnétique sous forme de micro-ondes, comme celle des fours à micro-ondes de nos cuisines, mais à une fréquence accordée à la matière du plasma pour finir de le chauffer. De plus, comme les aimants permettent au plasma de tourner sur lui-même, ils évitent ainsi un accident que l'on nomme la disruption, qui peut entraîner la sublimation des parois. La sublimation? Mais c'est quoi? Ça rend plus beau le tokamak? Alors là, pas du tout. La sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux sans avoir le temps de fondre, et donc sans passer par l'état liquide. Ah, ok. Mais alors, la disruption, c'est quoi? La disruption, c'est quand le plasma se déstabilise brutalement. Il perd sa cohésion et entre en contact avec les parois de la cuve.
sa température passe en une fraction de seconde de 100 millions de degrés à quelques dizaines de milliers de degrés seulement. Il libère alors une énergie gigantesque, comme un éclair géant qui endommage très sévèrement le tokamak. Et alors, Jamie? C'est très dangereux. Pas tant que ça. Le plasma est très peu radioactif et il est en faible quantité. Si bien que s'il s'échappait, on ne verrait quasiment pas d'augmentation de la radioactivité sur le site, où elle n'atteindrait même pas la radioactivité naturelle de la Bretagne. Les dégâts seraient donc surtout matériels. Bref, rien de comparable avec les gros accidents nucléaires que l'on connaît avec les centrales à fission, tels que Tchernobyl, Fukushima ou Three Mile Island. JET n'a servi à étudier que le plasma. Jusqu'à présent, on n'a pas pu récupérer l'énergie de la fusion. ITER sera donc le premier réacteur qui tentera l'expérience. Ce tokamak est avant tout un immense laboratoire de recherche dans lequel de nombreux scientifiques tentent de faire de la fusion nucléaire l'énergie de demain. L'objectif est qu'à partir d'un apport extérieur de 50 MW pour lancer la réaction, on récupère 500 MW en 10 minutes de fonctionnement. Tu te rends compte? Près de 10 fois plus que ce qu'on a utilisé pour le faire fonctionner. En parlant de ça, Jamie, comment on va obtenir la même énergie que dans le soleil, dans ce tokamak? Justement, sur Terre, il n'y a pas l'énorme gravité qu'il y a dans le Soleil. Pour que les noyaux puissent fusionner, il faut augmenter l'agitation des atomes encore plus que dans le Soleil. Pour cela, on doit obtenir des températures de 100 millions de degrés, encore 10 fois supérieures à celles qui règnent dans le Soleil. Et pour faciliter encore, ce n'est pas de l'hydrogène pur, comme dans le Soleil, qu'on va utiliser, mais des isotopes d'hydrogène en passant directement à la deuxième étape de la fusion. On va utiliser du deutérium, que nous avons déjà vu, composé d'un proton et d'un neutron, ainsi qu'un autre isotope appelé tritium, composé d'un proton et de deux neutrons. Quand la fusion s'effectue, on obtient un nouvel élément composé de tout ça. L'hélium 5. L'hélium 5 est instable et va donc devoir se séparer d'un neutron pour devenir de l'hélium 4, autrement dit de l'hélium normal. Quant au neutron perdu, il est électriquement neutre et le champ magnétique du tokamak n'a donc pas d'influence sur lui. Il va donc être éjecté, va percuter les parois du réacteur qui vont chauffer. Et atteindre des températures suffisantes pour chauffer à leur tour un fluide qui, en circulant, fera tourner des turbines qui produiront de l'électricité, comme dans nos centrales actuelles. Donc la fusion, c'est pas radioactif? Super! Eh bien si. Parce que quand les neutrons à haute énergie percutent la paroi, celle-ci devient très légèrement radioactive et la cuve se dégrade. Les équipes de scientifiques japonaises d'ITER tentent cependant de résoudre ce problème en cherchant de nouveaux matériaux qui résisteraient à ce bombardement de neutrons de façon à supprimer tout risque. Mais tu vois Fred, on est très loin de la radioactivité de nos centrales à fission actuelles. Alors, la fusion reste tout de même la meilleure solution? Mais pourquoi ITER ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques, les écologistes et les politiques? ITER n'est qu'un laboratoire de recherche et ne sera jamais un réacteur à fusion produisant de l'énergie de façon industrielle. Ses prévisions de budget ont été récemment multipliées par 3 et certains pensent que c'est trop onéreux pour un projet de recherche au débouché encore incertain et qui ne devrait aboutir qu'à l'horizon 2020. Les politiques opposés à ce projet mettent en avant son coût de réalisation pharaonique. Les écologistes estiment que ce budget serait mieux utilisé dans la recherche immédiate d'énergie renouvelable en développant le solaire, l'hydrolien et l'éolien. Quant aux scientifiques, ils pensent que ce budget colossal prive d'autres secteurs de la recherche. Il existe d'autres types d'argumentation contre. Beaucoup d'écologistes craignent la dangerosité de la fusion nucléaire en amalgamant le terme nucléaire à la radioactivité et ses risques liés sur la santé humaine et l'environnement. Certains scientifiques hostiles au projet doutent qu'il soit jamais possible de contrôler la fusion et d'éviter les disruptions. Et d'autres pensent qu'on essaye avec ITER de développer les technologies de demain avec les moyens techniques d'aujourd'hui, notamment au regard de la conversion archaïque de l'énergie thermique en énergie électrique. Malgré ces arguments et ces critiques,
ITER reste un important laboratoire de recherche qui pourrait permettre de trouver d'autres innovations que l'on ne soupçonne pas encore. Comme ce fut le cas pour la Station spatiale internationale. ITER ne sera pas opérationnel avant 2020. Il n'aura pas de but industriel. Mais pourtant, l'enjeu est immense. Car si on arrivait à contrôler la fusion nucléaire, l'humanité bénéficierait d'une énergie inépuisable. La communauté internationale, dans sa grande majorité, croit en l'avenir de la fusion nucléaire. Car après ITER, viendra DEMO, le premier tokamak opérationnel pour la production continue d'énergie. Cependant, les scientifiques estiment qu'à l'heure actuelle, il ne peut encore être envisagé de production industrielle avant 2060. ITER est bien le premier pas vers l'exploitation de cette énergie d'avenir. 2060? Mais c'est très loin! Comment je fais pour mon ampoule, moi, en attendant? Et Jamie, si tu veux, en attendant, il y a le salon international de la pomme de terre. On y va? Ok. Allez Marcel, direction les patates!